La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de Madame Agnès Grouda, journaliste et écrivaine. Bienvenue à cette rencontre. Agnès Grouda, re-bienvenue chez vous à Trois-Rivières. Remercie. Et je me demandais, quel regard portez-vous quand vous revenez à Trois-Rivières? Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette ville aujourd'hui, outre la nostalgie, qui inspire l'écrivaine que vous êtes? Qui m'inspire, je ne sais pas. Mais quand je viens, je veux souvent faire un tour vers le quartier qu'on a habité, voir la maison, tout ça. Ça, c'est mon côté nostalgique. Et je sens un dynamisme différent de ce que je ressentais dans Trois-Rivières à l'époque. Donc, je pense que la ville vit à son rythme. Elle a changé. Puis, mon papa a vécu dans la région longtemps, donc j'avais l'habitude de venir quand même souvent là. Et il n'est plus là, mais donc je viens moins souvent, mais... Mais il est encore là, beaucoup dans la mémoire des gens, je vous le confirme. Absolument, absolument. Vous connaissez très certainement la chanson qui dit « Prête-moi ta plume pour écrire un mot ». C'est très connu. Et je me suis demandé si dans la famille, vous la prêtiez, parce que d'un côté, il y a votre sœur Alexandra Chatzka, il y a aussi Johanna Grouda, Johanna. et vous, Johanna, pardon, Oui. et vous-même, qui avez pris ce mode d'expression d'une forme ou d'une autre. Vous n'avez pas tous le même genre littéraire, mais vous portez tous la plume. Est-ce que c'est devenu quasiment un art de vivre chez vous? Écoutez, si vous me demandez pourquoi tout le monde chez nous écrit, je n'ai pas la réponse. Mais je pense que on est trois filles, donc on a eu des parents qui sont des conteurs, pour qui, chez nous, on a toujours lu beaucoup, beaucoup. Ma mère, qui a vécu à différents endroits dans sa vie et qui parle plusieurs langues, peut encore nous réciter des vers de Pouchkine de mémoire. La poésie était importante. Raconter des histoires, c'était important. Mes deux parents sont ou étaient, pour mon papa, des conteurs incroyables. Et donc, c'est naturel. Je pense que on a baigné dans un univers de mots, d'abord en polonais, ensuite en français. Et c'est peut-être notre façon à nous Ma maman a écrit 3 livres et elle a raconté son expérience dans un livre qui porte le titre « Quand les grands jouaient à la guerre », son expérience de petite fille pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a eu un succès inespéré. C'est elle qui a tracé le chemin, puis on l'a suivi. Et qui est toujours disponible? Absolument. Maintenant, c'est chez Leméac. La deuxième édition est chez Leméac, « Quand les grands jouaient à la guerre ». Est-ce que dans cette plume que vous partagez dans la famille, il y a ce désir ou cette importance de la transmission, que ce soit à titre de journaliste, à titre de chargé de cours ou d'écrivaine? Est-ce qu'il y a toujours ce désir de transmettre une idée, une histoire ou un questionnement? Vous parlez de moi, là, je ne parle plus au nom des autres. Oui, je parle de vous, Okay. mais vous êtes dans ce noyau, vous avez baigné, et je pense que vous le faites toutes les trois, chacun à votre manière, de toute façon. Oui, oui. Moi, j'ai toujours écrit. J'ai toujours aimé écrire. Quand j'étais petite et qu'on a quitté le pays qui était le mien, quand j'avais 11 ans, après, pendant des années, j'écrivais des lettres. J'adorais écrire des lettres. Je prenais plaisir à les écrire pour que ça soit formulé d'une façon amusante et tout. Et l'écriture était toujours présente pour moi. Comme journaliste, j'ai développé un style d'écriture journalistique qui est différent. Et c'est comme une façon ça devient presque comme une façon de vivre parce qu'on observe et on veut raconter des histoires. Et donc, j'ai écrit je ne sais pas combien d'articles dans ma vie, puis c'est devenu une deuxième nature. Mais à un moment donné, moi, je sentais le besoin et j'ai le plus grand respect pour les gens qui écrivent des livres de type journalistique, qui veulent aller plus loin en journalisme pour pouvoir développer et raconter des histoires plus longuement. Et c'est souvent très intéressant, mais moi, je ressentais le besoin d'aller du côté de la fiction, du côté des émotions, du côté de
essayer de comprendre pourquoi les êtres humains, à travers la fiction, pourquoi on agit comme ceci ou comme cela. Est-ce qu'on... et voilà, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à explorer la forme de la fiction. Et ce qui a donné 2 recueils de nouvelles et le roman là, que je présente. C'est drôle parce que j'allais vous demander justement comment vous étiez passé de l'écriture journalistique à la nouvelle ou au roman. Mais ce que je découvre, c'est que dans le fond, c'est presque un retour aux sources parce qu'il y avait une plus grande liberté d'écriture dans les lettres que vous faisiez avant même d'être journaliste. Oui, mais là, ça fait longtemps. Là. Ça oui, fait oui, très, mais quand très même, longtemps. ce désir, Mais, il devait y avoir oui. une forme d'échappatoire. On embellit parfois les choses quand on écrit une lettre. On les rend parce que la réalité n'est pas toujours significative. Il y a des choses qui peuvent, ou dont on découvre le sens plus tard, ou bien c'est pas toujours ce qu'on vit n'est pas toujours significatif, n'est pas toujours dramatique, n'est pas toujours. Quand on peut créer des personnages et leur donner une vie, tout ça, on peut comme arranger la réalité pour qu'elle soit peut-être plus intéressante ou pour aller plus au fond des choses, au fond des... moi, ce que j'aime beaucoup faire en fiction, en littérature, c'est d'aller vraiment au fond des personnages puis de voir qu'est-ce qui les anime, pourquoi ils vont dans telle direction plutôt que telle autre, pourquoi des fois ils se nuisent à eux-mêmes et ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire, pourquoi. Donc, c'est tout ça. Et ça, en journalisme, il y a peut-être des gens qui sont capables, mais moi, j'avais pas... quand j'étais chroniqueuse, j'étais plus dans l'actualité brute. Mais même, en fait, quand on est reporter ou qu'on fait des reportages internationaux ou locaux, on rencontre parfois des gens, on raconte un fait divers, on raconte une histoire, on rencontre d'un conflit. Et parfois, pendant qu'on fait cette couverture-là, ce reportage-là, des fois, on croise quelqu'un et il y a comme une étincelle qui se produit. On va prendre un café avec cette personne qui nous raconte sa vie. Il n'y a pas de place pour ça dans le reportage, mais ça reste quelque part dans notre tête. Et puis, et quand on se remet à écrire de la fiction, qui est toujours alimentée quand même par des choses qu'on a vécues, en tout cas dans mon cas, ça reste de la fiction. Mais et tout à coup, ces rencontres passées qu'on a eu la chance de faire parce qu'on pratiquait un métier absolument extraordinaire, elles ressurgissent. Puis je dis, tiens, je n'ai jamais raconté ça, mais il y a de la place dans mon roman pour parler de quelque chose que cette personne a vécu qui est transformé, évidemment. On va y venir dans quelques minutes à peine à ce premier roman que j'ai lu avec ravissement, mais je suis aussi allé faire un tour du côté des 2 recueils de nouvelles que vous avez publiés avant. Il y en a un qui s'intitule « 11 petites trahisons ». Le deuxième s'appelle « Mourir, mais pas trop ». Et le roman qui vient de paraître, « Ça finit quand? Toujours ». Et je me suis dit, c'est drôle, il y a comme toujours une forme de dichotomie dans le titre de chacun de vos ouvrages. Est-ce que c'est est-ce que c'est un pur hasard ou il y a vraiment là peut-être quelque chose qui initie l'écriture en ce sens que on n'est jamais tout blanc ou tout noir? Vous voulez la vraie réponse? Je ne me suis jamais posé cette question. C'est une excellente question. Je ne sais pas. Je pense que je suis bourrée de contradictions comme plein de gens. Et j'aime bien les contradictions. J'aime bien parler de trahison, ce qui est un terme très fort, me dira surtout petite. Oui, bien voilà. La mort est partout, mais elle n'est pas obligée d'être... on peut parler de la mort d'une façon aussi, la mort d'une amitié, la mort des amours, la mort, les deuils, tout ça. Donc, et ça finit quand toujours... oui, c'est ça, le toujours, puis la finition, tu sais. Je vais aller voir mon psychologue, je vais demander ça. Je ne veux pas vous occasionner des frais. Vous avez sûrement raison. Je dois aimer les contrastes, les contradictions. Mais il y avait quelque chose là d'intéressant, d'autant plus que dans votre roman, c'est clairement ce qui arrive. On les voit partout et on les lit partout. Alors, plongeons dans ce roman qui s'appelle « Ça finit quand toujours ». Et j'ose pas dévoiler le contexte dans lequel apparaît cette phrase-là dans le roman, mais c'est absolument suave. Et je dirais que ça fait partie de cette collection de mots d'enfants qu'on a tous quand on est parent, de tournures de phrases qu'on dit « mais d'où ça vient? » Ça porte à la fois de l'innocence et du génie, je dirais. Est-ce que, sans raconter l'histoire au complet, est-ce que je résumerais bien votre roman si je dis les différentes histoires familiales qui s'entremêlent dans votre roman? En fait, le fil directeur, ça amène le lecteur à sentir
la résilience des exilés, la fragilité des identités et la force des femmes. Parce qu'il me semble que les personnages féminins me sont apparus plus forts que les personnages Oui, on masculins. m'a dit ça. On m'a dit ça. Je Ce qui sais n'est pas un pas. reproche. Ben, j'espère. Mais oui, sans doute qu'il y a un peu de ça. Oui, il y a ça. Mais quand je dois vous avouer que c'était un roman que je portais en moi depuis longtemps, le point de départ, c'était vraiment le questionnement sur qu'est-ce que je serais devenue si je n'étais pas partie de la Pologne dans mon cas. Et c'est une question que beaucoup des migrants se posent parce que c'est une rupture dramatique. On peut avoir toutes sortes de moments charnières dans nos vies. Tout le monde a des moments charnières. On peut avoir été malade, on peut avoir... nos parents ont peut-être divorcé, ça a changé notre vie. Et on a tous un moment où on se dit, ah, ça aurait pu ne pas arriver, peut-être que ma vie aurait été différente. Mais quand on quitte un pays enfant, on devient vraiment une autre personne. Quand on déménage dans une autre langue, ça nous transforme. Le fait de parler français fait de moi une personne différente que si j'avais... Je parle toujours polonais, mais ma langue d'expression, c'est le français. Est-ce que vous rêvez polonais, parfois? Je ne sais pas dans quelle langue je rêve. Je suis comme Mahmoud Darwish que j'aimais au début, c'est ça. Je ne sais pas, mais je pense plus français quand même. Mais ça peut arriver peut-être, je ne sais pas. Donc, c'est une transformation qui est radicale. C'est un point de rupture qui est radical et comme souvent, peut-être moins aujourd'hui, mais souvent, quand on part dans une situation de crise et on doit quitter un pays, on ne sait pas s'il y aura un moment de retour, une possibilité de retour. Donc, si on regarde vers l'avant, on ne sait pas... peut-être qu'on ne pourra jamais revenir. Donc, c'est ça que je voulais un peu étudier ou jouer avec cette possibilité des différentes identités qu'on peut développer si nos parents, surtout quand ce sont nos parents, décident de nous emmener dans tel pays plutôt que tel autre. Et donc, je me suis servi un peu du contexte historique dans lequel, moi, ma famille a quitté la Pologne, qui n'est pas si connu que ça, mais il y avait plusieurs Polonais d'origine juive qui sont partis dans différentes régions. Donc, mes familles sont parties. Il y a une qui est restée. Donc, ça permet un peu de voir qu'est-ce qui arrive si on reste. Mais cette famille-là ne saura jamais qu'est-ce qui serait arrivé si elle était partie, n'est-ce pas? Et les 3 autres sont partis aux États-Unis, en Israël, le pays dont on parlait tout à l'heure, et au Québec, au Canada-Québec. Et donc, je regarde, c'est surtout la génération qui est la mienne, donc la génération des enfants qui ont quitté, que je regarde, parce que c'est eux qui se transforment le plus. Quand on quitte un pays à 40 ans, on a déjà notre identité forte. On peut s'adapter, mais on ne va pas changer. Et puis, comment, d'un côté, ce qu'ils sont déjà, les valeurs que les parents leur ont transmises, les expériences qu'ils vivent dans leur nouveau pays, parfois dramatiques, les personnes qu'ils rencontrent par hasard, les histoires d'amour, tout ça, comment ça transforme les gens. Voilà. Mais pour les gens qui seraient intéressés au roman, je pense que c'est important de dire, oui, c'est largement inspiré de votre famille ou de familles que vous avez connues, mais ce n'est pas le récit de votre histoire. Non, pas du tout. C'est même pas le récit de notre histoire. En fait, il y a une famille qui aboutit à Trois-Rivières, donc on peut s'imaginer que c'est nous. Moi, j'ai choisi des décors que je pouvais décrire parce que comme journaliste même, j'aime décrire les lieux. Puis je ne voyais pas de raison d'aller inventer d'autres lieux que ceux que j'ai connus. Et je voulais aussi parce que dans ce que j'ai regardé, c'est sur quoi je me penchais aussi, c'est sur qu'est-ce qui fait quels sont les éléments qui font qu'on adhère à une nouvelle société. Donc, au Québec, d'arriver à un moment où l'affirmation d'identité québécoise est effervescente. C'est super séduisant de voir les chanteurs, toute cette vitalité, même la montée du Parti québécois et tout ça. C'était facile d'adhérer à ça pour nous. On était à Trois-Rivières. Et donc, je prête ça à la famille que je fais atterrir à Trois-Rivières parce que ça me permet de montrer que quand on arrive dans un lieu, ce lieu doit avoir quelque chose. La meilleure façon d'entrer dans un nouveau pays, c'est par quelque chose qui nous enthousiasme. Ce n'est pas toujours le cas. On n'arrive pas toujours dans des pays où il se passe des choses super intéressantes. Et bon, la famille qui arrive en Israël, qui est totalement inventée
encore plus que la québécoise, disons. Mais ce qu'ils vivent, c'est... Ils arrivent dans un pays qui est en conflit. Le conflit est présent, est toujours en arrière-plan, et puis il y a une guerre qui arrive. Quand on est... et il y a un garçon qui est à l'âge d'être conscrit dans l'armée. Quand on entre dans l'armée, c'est une façon d'adhérer à une société. C'est dans sa chair, en quelque sorte. On se bat pour ce pays. C'est un facteur d'intégration qu'on peut trouver brutal, mais qui existe. Bon, et puis là, il y a la famille qui va aux États-Unis, où, en fait, ils ont toutes sortes de tribulations. Je veux pas... mais ce que je veux dire, c'est que on cherche je cherchais qu'est-ce qui faisait en sorte que ces familles-là se sentaient finalement chez elles dans leur nouveau pays, bien que ce chez-soi, ce sentiment d'être chez soi, pouvait être fragile, puis ça pouvait décoller un peu au fil des ans, quoi. Je parlais tantôt de la force des personnages féminins dans ce roman-là, et je me disais, pour quelqu'un qui vit l'immigration, est-ce qu'il y a un poids plus lourd à porter pour une femme, ne serait-ce que dans bien des cas, on le voit dans les familles décrites, elles sont mères des enfants, ils ont souvent une responsabilité supplémentaire. Est-ce que c'est plus lourd pour une femme d'immigrer que pour un homme? Je ne sais pas. La vraie, non, parce qu'au contraire, il y a un de mes personnages dans un pays de transit qui s'adapte mieux parce qu'elle s'occupe de la maison. Et ça lui donne une raison d'être. Elle se lève parce qu'elle a des choses à faire, alors que pour l'homme, c'est plus difficile parce qu'il cherche du travail, il ne trouve pas de travail. Et dans une lettre qu'elle écrit à un moment donné, elle explique que, bon, moi, je me lève, j'ai plein de choses à faire, il faut que je m'occupe de la maison, des enfants, que je fasse des courses. Et lui, il tourne en rond un peu, il ne sait pas où. Donc, parfois, pour les femmes, et j'ai connu des cas comme ça, même récemment, des Ukrainiens, un couple ukrainien que j'ai rencontré ici à Montréal, en fait. Et la femme s'est adaptée beaucoup plus facilement. Elle a trouvé du travail plus facilement que lui, et lui est retourné, en fait. Il n'a pas trouvé son point d'ancrage. C'est important de trouver un point d'ancrage. Mais j'ai beaucoup réfléchi à cette question des femmes dans mon roman parce que ce n'était pas voulu. Quoique, il y a un accouchement au début et à la fin, donc peut-être qu'il y a une question de transmission. C'est un roman aussi sur la transmission d'une génération à l'autre. Et ça passe... Bon, aux dernières nouvelles, les hommes n'accouchent pas, donc il fallait que ce soit des femmes. Donc, je me suis intéressée à ces femmes qui ont accouché. Oui, il y a beaucoup de filiations jusqu'à la grand-mère aussi. Là, oui, c'est vrai. Ce sont des personnages vraiment très importants. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais il y a C'est comme s'il y avait toujours ce cordon entre la Pologne et la Nouvelle-Terre. La Nouvelle-Terre aussi. Mais en y réfléchissant, je me suis rappelé d'un reportage que j'ai fait en 92, en ex-Yougoslavie, au moment où la Yougoslavie implosait, puis il y avait différentes guerres, notamment en Croatie. Et j'avais à l'époque visité un village c'est une image qui m'a beaucoup marquée. C'est peut-être quelque chose de ça qui s'est transmis jusqu'au livre. Là. C'est qu'il y avait une partie croate et une partie serbe. C'était les deux groupes qui étaient en conflit. Et je visitais la partie serbe de ce village et il y avait personne. Il y avait juste une femme qui était en train de poser des briques, de réparer sa maison en mettant du mortier, puis en mettant une brique, du mortier, une brique. Et j'ai demandé à ma traductrice de lui demander qu'est-ce qu'elle fait toute seule dans ce village à reconstruire sa maison. Puis elle dit, mais c'est la 3e fois. Ils sont venus, ils ont tout détruit, j'ai reconstruit. Donc, c'est comme si les femmes reconstruisaient pendant que parfois les hommes s'amusent à tirer partout. C'est un peu réducteur ce que je dis, mais c'est une force des femmes de toujours être là pour s'assurer qu'il y a une maison puis qu'elle soit habitable. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, et je pense que ça, c'est l'âme du roman, c'est qu'on nous fait vivre le processus d'immigration à travers la sensibilité. Alors que quand on est natif du pays, particulièrement lorsqu'on reçoit des immigrants qui ont quitté leur pays pour des causes de crise, comme c'est le cas de plusieurs dans le roman, on a l'impression qu'on leur offre le paradis. Ils arrivent dans une terre où la démocratie existe, où ils ont toutes les opportunités de refaire leur vie. Et on a l'impression qu'on leur offre un cadeau, alors que qui qu'ils soient, s'ils avaient eu le choix, ne seraient probablement jamais partis de chez eux. Non, et même s'ils sont heureux d'être là où ils sont,
ils ont le droit de ne pas aimer certains aspects de la société, de leur société d'accueil, comme ils aiment et n'aiment pas certains aspects de la société qu'ils ont quittés. Il y a eu une époque au Québec où c'est moins le cas aujourd'hui, je dirais, mais où je sentais cette pression. Il fallait qu'on aime le Québec, il fallait qu'on soit content, qu'on aime le sirop d'érable, qu'on aille à cabane à sucre, bon, tout ça. Et cette pression-là peut être ressentie par les gens à dire, ben, lâchez-nous, quoi. On a le droit, dans mon roman, il y a un aspect politique à un moment donné où il y a un de mes personnages qui dit, quand est-ce que je vais avoir le droit de voter comme je veux, ici au Québec, sans qu'on me dise, ah, on sait bien, tu viens d'ailleurs. C'est pour ça que tu votes comme ça. Donc, c'est ça. On peut faire partie d'un pays et avoir un regard critique sur ce pays, et quand être même. bien là où on est, Et et avoir bien. quand même le désir de retourner où Absolument, l'on est né. absolument. Mais il y a quand même les deux personnages qui ont une vision différente. Un qui a vraiment le goût d'y retourner le plus rapidement possible et qui a toutes sortes de problématiques avec les visas. Et d'autres qui ont mis comme une croix sur Oui. leur pays d'origine Oui. et qui ont dit, ma vie maintenant, c'est dans cette nouvelle terre d'accueil, que ce soit le Québec ou les autres territoires. Et ça appartient à chacun ou c'est des passages dans la vie d'un immigrant? Ça appartient à chacun. Ça appartient à chacun. Moi, j'ai connu des gens qui ont dit, je ne retournerai jamais en Pologne parce qu'on m'a mis dehors à coups de pied. Et d'autres qui, moi, personnellement, j'avais vraiment hâte d'y retourner pour voir, pour faire un pèlerinage. Il y a eu même une période où je me disais, j'aimerais bien passer plus de temps, j'aimerais bien vivre là-bas. Peut-être que j'aurais requitté parce que j'aurais trouvé que j'appartiens pas à ce pays. Je ne sais pas. Mais oui, il y a des gens qui quittent et regardent vers l'avant, ils ne regardent pas derrière. Il y a d'autres qui vont retourner. Mais il y a un personnage dont l'histoire, je trouve que son histoire est intéressante parce que à l'époque où nous, on a quitté la Pologne, c'était la guerre froide, on quittait le communisme, le pays des dictatures sombres et tout ça, où il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour se développer, pour s'épanouir librement. Et un des personnages qui était enfant, gamin, quand il a quitté la Pologne, se retrouve aux États-Unis dans les années 90, grosse crise économique, pas de job pour les jeunes Américains, il ne voit pas de perspective. Et lui, il retourne en Pologne. Ça, j'en ai connu des gens comme ça. J'ai même fait des reportages là-dessus. Je pense, c'est ça, au début des années 90, il se retrouve en Pologne et il devient, genre à 27 ans, directeur de banque, ce qu'il n'aurait jamais pu. Donc, les pays changent. Nous, on change. C'est un livre, je dirais, sur les transformations et toutes les sortes de transformations. Et les pays qu'on quitte se transforment aussi. Quand on revient, ça se peut qu'on y trouve une meilleure place que ce qu'on aurait pu avoir avant, en quittant. Mais ça se peut aussi qu'on n'y trouve plus du tout notre place parce qu'on ne se reconnaît plus dans ce nouveau pays. Tout change, finalement. Il y a aussi, dans votre livre, une famille qui s'installe en Israël. Oui. Et il y a un passage absolument... Bien, j'en parle parce qu'on vient de faire une table ronde Oui. sur le conflit israélo-palestinien. Et il y a une scène qui est d'une délicatesse absolument extraordinaire, mais très touchante, où quelques dizaines de pages auparavant, la famille qui est installée en Israël trouve dans une vieille commode ce qui s'apparente à être des lettres qu'on ne sait pas à qui appartenir. Et plus tard, Un journal. Un journal, c'est voilà. Ça. Et plus tard, il y a une rencontre avec une famille palestinienne qui passe devant cette maison qui était la leur, qu'ils ont perdue pour les raisons qu'on connaît, on a établi le contexte, et qui demandent à la visiter et qui sont accueillis. Et là, il y a une dame qui demande si elle peut aller faire un tour dans la remise qui est dans le fond de la cour. Et la personne comprend très bien que ce qu'elle cherche, c'est le journal qu'elle a trouvé dans la commode, et elle lui remet. Et j'ai trouvé qu'il y avait là, et il n'y a rien de plus qui se dit, mais il y avait là comme un geste d'apaisement dans un conflit aussi horrible que celui qu'on suit depuis des décennies. Est-ce que c'était volontaire de faire atterrir une famille en Israël pour pouvoir raconter une histoire comme celle-là? La raison pour laquelle ils sont partis en Israël, c'est parce que dans le contexte dans lequel on partait, c'était ça qu'on nous demandait. Rendez votre citoyenneté polonaise, prenez votre citoyenneté israélienne, allez là-bas.
Je voulais explorer où ça me mènerait d'amener une famille là. Et il n'y en a pas tant que ça qui sont allés, mais il y a des gens qui sont allés. C'est une façon aussi d'explorer le thème de la judaïté, parce que c'était tous des Juifs non croyants, non pratiquants. Comment est-ce qu'ils vont adhérer à ce nouveau pays, s'intégrer, tout ça. Mais cette histoire-là, je tenais à la raconter. Je le concède, parce que pour moi, elle cristallise, tout à l'heure, on parlait en termes plus politiques peut-être, mais elle cristallise sur le plan émotif l'espèce de cul-de-sac dans lequel on est. Parce que, d'abord, j'ai connu une femme comme ça, qui était une cousine de ma mère, qui a réalisé un jour que la maison où elle habitait avait appartenu à une famille palestinienne avant, puis cette famille était venue lui rendre visite et elle était complètement bouleversée après. Puis elle se demandait, mais pourquoi je ne me suis jamais posé la question à qui appartenait cette maison avant? Et je pense qu'une partie du conflit israélo-palestinien vient de là, et on peut comprendre les gens qui fuient des pays pour s'installer dans dans un nouveau pays qu'ils ne connaissent pas, et on leur dit, regarde, on a des maisons pas chères pour les gens qui travaillent dans tel institut, ils achètent la maison, ils vivent leur vie, ils font des enfants, ils travaillent, tout ça, et ils regardent en avant. C'est ce côté de regarder en avant, et à un moment donné, en Israël, il y a beaucoup de ces histoires de maisons qui autrefois avaient appartenu à. Et ce qui était la beauté de mon personnage, mais qui est inspiré de quelqu'un que j'ai connu, c'est qu'une fois qu'elle a compris ça, elle ne peut pas se le pardonner. Elle se pardonne. C'est pas qu'elle a pris la maison, c'est pas ça qu'elle se pardonne pas, mais elle se pardonne pas de ne pas s'être posé la question. Et je pense qu'une majorité d'Israéliens, pour des raisons qu'on peut comprendre, ne se posent pas ces questions-là, ne se sont jamais posé ces questions-là. Ils sont arrivés, ils se sont installés, ils ont vécu, ils ont travaillé, ils ont construit ce pays. Donc, c'est pour ça que, pour moi, j'ai écrit un article sur la maison dont moi, j'ai eu conscience, là, l'histoire qu'on m'a racontée. Et qui a inspiré cette histoire-là. Et oui. Il y a d'ailleurs un livre aussi sur Israël, qui est un des plus beaux livres documentaires, qui tourne aussi, ça s'appelle La maison au citronnier. Et donc, ce genre d'histoire, il y en a beaucoup en Israël, et je trouvais que ça racontait un peu, ça disait quelque chose qu'on ne voit pas dans les médias, qui est difficile à Agnès raconter. Gauda, ça finit quand toujours, c'est pas une histoire, c'est quelques dizaines d'histoires qui touchent le cœur directement à chaque fois qu'on suit l'un de vos personnages. Merci de nous l'avoir offert. Et puis, comme j'ai déjà terminé, j'attendrai le prochain. Et ça finit jamais toujours. Merci beaucoup.